Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue sur votre émission Réflexion politique. Réflexion politique, comme vous le savez très bien, votre émission dans laquelle nous abordons plusieurs sujets dans le but de poser une réflexion, pousser une réflexion, éclairer la lanterne du citoyen le plus que possible. Et pour ce faire, comme vous le savez très bien, nous avons des invités, nous avons un thème à débattre, à pousser une réflexion. La représentation politique des femmes est nettement inférieure à celle des hommes. Souvent mise sur le compte d'une résistance du champ politique à la féminisation, pourtant des progrès, il y en a eu avec la loi 052 du 18 décembre 2015, promouvant au minimum de 30% de l'un des deux axes dans la fonction nominative et élective. Il serait intéressant, chers téléspectateurs de Mandé TV, avec nos invités du jour, de savoir où en sommes-nous au Mali, comment davantage inciter les femmes en politique. Le thème de notre débat aujourd'hui, chers téléspectateurs de Mandé TV, est femmes et pouvoir politique. Nous avons comme invité Madame Fomba Fatoumata Niabali, ancienne députée à l'Assemblée nationale et parlementaire de la CEDEAO, membre du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Madame Niabali, bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci. Merci bien. Et notre deuxième invitée est Madame Zénab Evelyne Jacques, présidente du parti politique Alliance Vision d'Avenir AVA, vice-présidente du regroupement politique Action républicaine pour le progrès et aussi présidente d'organisation juvénile COFOR Mali. Madame Evelyne, merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de Mandé TV. Merci de m'avoir invitée également. Vraiment, c'est un plaisir. Téléspectateurs de Mandé TV, j'ai des femmes des partis politiques, des femmes leaders du Mali qui représentent très bien cette frange de la population. En bref, pour vraiment planter le décor et avoir une idée de vos profils, vous pouvez un petit peu nous dire qui vous êtes, que faites-vous actuellement, femmes leaders, femmes de partis politiques, pour avoir un peu plus sur vous? Oui, merci beaucoup. Je vous remercie pour m'avoir invité sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Actuellement, je suis au REFAMP, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. J'assure la coordination par intérim pour la gestion du programme Emerge, un projet de NDI, National Democratic Institution. Donc, actuellement, je suis avec les femmes leaders. Je travaille dans le domaine du renforcement des capacités des femmes, l'implication des femmes dans la politique et au processus électoral. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Après la vie parlementaire, nous avons beaucoup d'expérience à partager avec nos sœurs. Donc, c'est aussi une voie pour contribuer au développement du pays. Parce que tant que les femmes sont actives, je pense que c'est une frange importante de la population qui doit s'impliquer à la vie politique et au développement du pays. Exactement, qui doit vraiment participer à la construction du pays, de la nation. Tout à fait. Zénab, un coup je vous appelle Evelyne, un coup je vous appelle Zénab. C'est la même chose. Et vous alors, en tant que jeune femme en parti politique? Bonsoir chers téléspectateurs. Et je pense que beaucoup de nous me connaissent certainement, j'ai double casquette, je dirais. Je suis non seulement en politique et aussi dans la vie associative juvénile. Je suis la présidente de l'Alliance Vision d'Avenir, qui est un parti politique. Je suis la vice-présidente, troisième vice-présidente pour préciser, de l'Action républicaine pour le progrès, qui est un regroupement politique qui est composé d'une vingtaine de partis politiques et d'associations. Et aussi, je suis la présidente nationale de la COFOR Mali, qui est la coalition des forces juvéniles pour le renouveau. Actuellement, je travaille plus avec la COFOR, parce que nous avons remarqué que la jeunesse malienne était un peu divisée et beaucoup se retrouvaient plus et
On se plaint toujours que nous sommes aussi sous-représentés dans les instances de décision dans notre pays, alors que nous sommes composés de 75% de la population. Donc, de ce fait, nous avons créé une plateforme, je dirais, qui est composée des partis politiques, de la société civile, de la diaspora, des syndicats, des blogueurs. Donc, un peu de toutes les couches se retrouvent dans l'ACOFOR, et le but, c'est de vraiment travailler à ce que les jeunes soient émancipés, que la jeunesse soit formée, que la jeunesse soit prête pour vraiment relever le défi qui est de porter le flambeau que nos papas nous ont laissé. Donc, c'est dans ce cadre que nous travaillons actuellement, et nous avons des projets en cours. Nous venons de clôturer un projet qui était l'accompagnement de la nouvelle constitution, parce que nous avons trouvé que cette constitution est la nôtre. En tant que jeunes, nous sommes dans notre génération et on ne devait pas laisser passer et on devait s'impliquer. Nous avons fait des vulgarisations du contenu du projet, parce que nous avons participé aussi à la commission de finalisation de ce projet en tant qu'organisation de jeunes. Donc, nous avons pris le courage et nous sommes dit que c'est notre devoir aussi d'aller vers nos jeunes, nos camarades jeunes dans d'autres régions qui n'ont pas pu participer, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un référendum. Donc, nous sommes allés un peu expliquer ça. Et jusqu'à la campagne, nous venons de clôturer et nous avons un projet qui est en cours, Inch'Allah, qui va commencer bientôt. D'accord. Et là, vous venez quand même de dire quelque chose, que vous allez porter le flambeau que les papas vous ont légué. Il faudra aussi rajouter les mamans. Je pense que Madame Fomba ne dira pas le contraire. Surtout qu'aujourd'hui, le thème de notre débat, de notre réflexion aujourd'hui, c'est de pouvoir donner aux citoyens maliens beaucoup d'informations, beaucoup d'idées, une inspiration, une vision, une politique concernant les femmes en politique, les femmes leadership, entre autres. Et pour ce faire, j'aimerais bien que vous puissiez nous donner une définition. Vous arrivez à nous dire concrètement, c'est quoi une femme dotée de pouvoir politique? Madame Fomba, c'est quoi une femme dotée de pouvoir? Oui, une femme dotée de pouvoir politique, c'est une femme responsable, mature, capable d'influencer, de proposer, de convaincre par rapport à ses propositions et de pouvoir vraiment influencer les décisions. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à ça, on ne peut pas être vraiment une femme politique. Donc, c'est à travers une capacité d'analyse, de proposition et vraiment arriver à adhérer à vos idées. Donc, c'est ça que je qualifie d'une femme vraiment, une femme dotée de pouvoir politique. D'accord. Et là, vous faites nettement la différence entre une femme leader ou autre quand même. Tout à fait. Bon, la différence avec une femme leader, bon, une femme leader, on qualifie une femme leader, une femme engagée qui est capable vraiment qui a les moyens de sa politique, qui est capable de fédérer, de coacher. Bon, il y a une petite différence. La différence entre les deux est qu'une femme politique, dotée d'une femme pouvoir politique, on peut être femme leader sans être une femme politique. Ça veut dire quoi? La femme politique, elle a quand même un bagage intellectuel qui est là. Qui a une ambition, qui propose, qui arrive à convaincre, qui a une capacité d'analyse et qui conseille aussi. Voilà. Bon, la différence, c'est deux milieux différents. On peut être leader sans être une femme leader sans être une femme politique. D'accord. Voilà. Zainab, une femme politique pour vous? Une femme politique pour moi, c'est une femme qui a une conviction, qui a une vision, qui participe déjà dans sa communauté, au développement de sa communauté, de sa famille plus précisément, et aussi du pays. Donc pour moi, une femme qui est dotée de pouvoir politique est une femme qui a une vision d'un objectif bien précis déjà, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire de la politique, donc c'est un choix, et ce choix, ça vient d'une conviction et d'une vision. Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension, ou bien il n'y a pas une nette différence, ou bien il faudrait qu'on les mette ensemble entre femmes
dotées d'un pouvoir politique, femmes politiques et femmes leaders? Parce que je pense que c'est presque pareil, juste qu'une femme dotée d'un pouvoir politique ou une femme politique, ça dépend. Une femme politique, tu peux être une femme politique dans un parti politique. Une femme dotée du pouvoir politique, c'est peut-être une femme qui peut défendre les causes. Par exemple, une femme parlementaire défend les causes de sa circonscription dans le Parlement. Elle parle au nom d'une organisation ou même d'une communauté. Donc ça, c'est une femme dotée de pouvoir parce qu'elle arrive à défendre et jusqu'à obtenir des changements de situation dans sa communauté. Ça, c'est une femme dotée de pouvoir politique. Mais une femme politique, tu peux être dans un parti politique, oui, et être une femme politique, défendre tes idées en réunion ou avoir une vision. Mais oui, ça, c'est une femme politique. Maintenant, une femme leader, on peut être leader dans beaucoup de domaines qui n'est pas forcément la politique. Il y a des femmes leaders dans la vie associative qui ont aussi une vision, ou des femmes qui aident caritativement. Dans l'humanitaire, il y a des femmes qui sont leaders dans l'humanitaire, qui font beaucoup d'aide sociale et tout. Elles sont des leaders. Et même dans l'entrepreneuriat, on peut parler de femmes leaders. Parce que, voilà, ils arrivent à influencer une partie de la population à suivre ou à aller vers l'entrepreneuriat. Donc, elles sont influenceuses, donc elles sont leaders. Ça, c'est ma compréhension. D'accord. Mais Madame Fomba, parce que avant d'arriver à dégager ce thème aujourd'hui, évidemment, on a eu à avoir des discussions avec les citoyens. On a fait des micro-trottoirs même pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils pensent d'une femme. Parce qu'il y avait beaucoup qui avaient du mal à faire la différence entre une femme active, Oui. entre une femme active, entre une femme leader et entre une femme en parti politique dotée d'un pouvoir politique. Alors, Ben, une femme de... Bon, aussi, il faut avoir un mandat. Il faut avoir un mandat. Par exemple, être élu, être à l'Assemblée, parce qu'il y a des positions qu'on ne peut pas défendre tant qu'on ne se trouve pas à un certain endroit. Donc, il faut être à un niveau de décision pour pouvoir vraiment influencer, pour pouvoir proposer, pour pouvoir faire changer les choses. Donc, il faut avoir un mandat, c'est ce qui est important. Et raison pour laquelle nous voulons que les femmes soient au niveau des organes de décision. Parce que sans ça, on peut bel et bien avoir la volonté, tout ce qu'il faut, mais étant à l'écart, on peut voir les choses de loin, mais on ne peut pas agir là-dessus. Donc, je pense que ce côté est très important. C'est vraiment la représentativité et le mandat qu'on nous donne pour vraiment bien faire ce travail. Par exemple, à l'Assemblée, c'est les lois qu'on vote là-bas. Et tant qu'on n'est pas à l'Assemblée, c'est la structure uniquement chargée de légiférer. C'est là où on peut proposer, c'est là où on peut défendre des idées, c'est là où vraiment on peut faire changer les choses, inciter le gouvernement à aller dans l'amélioration des conditions des uns et des autres. Mais tant qu'on n'y est pas, on peut bel et bien être doté politiquement, mais on peut rien changer. Mais le fait d'avoir un pouvoir, c'est ce qui permet vraiment de mieux agir. Mais de nos jours, quand même, on voit beaucoup de femmes, disons, même si on sait bien que le taux est encore très faible dans les partis politiques, j'aimerais aussi que vous puissiez nous dégager le rôle de la femme, par exemple, en politique. C'est quoi le rôle réellement de la femme en politique? Bon, moi je pense que quand on rentre dans le domaine de la politique, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de femmes ou d'hommes, de vieux ou de jeunes. Nous avons pour moi tous le même statut. C'est-à-dire, quand on dit femme politique ou homme politique, ça c'est peut-être le genre. Mais pour moi, le genre, il ne compte pas quand il s'agit de défendre des idées. Et je pense qu'il n'y a pas de rôle spécifique pour dire que si. Parce que quand vous dites le rôle des femmes, c'est déjà discriminatoire pour moi. Je pense qu'on doit dire le rôle d'une personnalité politique. Parce que déjà, l'idée de défendre, d'aller affronter ou même là, défendre ses idées sur les plateaux, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il n'y a pas de femmes ou d'hommes pour faire cela. Ça dépend de la personnalité, du charisme, comme on appelle, de la vision, de la conviction de chacun. Donc, pour moi,
spécifiquement, il n'y a pas de rôle spécifique pour une femme. Il y a des rôles pour des personnalités et des hommes politiques, hommes avec grand H, bien sûr. Donc, pour moi, c'est discriminatoire de dire femme politique, vraiment. Bon. Oui. Madame Fomba, vous êtes totalement d'accord? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un quota quand même qui est dit. Ce quota n'a pas été décidé au hasard. Le quota a été donné. Les gens n'ont pas compris. La loi 052 n'est pas une loi spécifiquement pour les femmes. C'est une loi qui a été votée pour le genre. Et comme dans notre société, nous avons la couche la plus défavorisée, c'est la couche féminine. Raison pour laquelle elle a plus favorisé les femmes dans les instances de décision. Mais cela ne veut pas dire que la loi, elle est obligatoirement, spécifiquement créée pour les femmes. Même si c'est une femme qui est à la tête. Mais c'est pour dire qu'elle a favorisé la représentation. Elle a donné plus de confiance aux femmes d'affronter le milieu politique qui est quand même majoritairement composé d'hommes. Mais moi, je pense jusqu'à présent que dire que le rôle d'une femme dans la politique, c'est dire déjà discriminatoire parce que ça veut dire qu'il y a spécifiquement, pourquoi on ne dit pas le rôle d'un homme? Parce qu'on trouve que les hommes, ils sont dans leur rôle quand ils jouent de la politique, c'est leur terrain. Mais c'est pas un terrain c'est pas pour un genre masculin ou féminin, c'est le terrain pour toute personne qui a des convictions, qui a une vision pour son pays. Madame Fomba, est-ce que vous êtes totalement d'accord avec ça? Oui, bon, en partie, parce que nous sommes les mêmes, mais il s'agit, même dans la société, nous ne jouons pas les mêmes rôles. Vous savez que le rôle joué par les femmes, c'est différent du rôle joué par les hommes. Nous sommes tous dans la même société, mais la femme est l'être censé connaître tous les problèmes. Nous connaissons le problème des hommes, des enfants et de nous-mêmes. Nous avons des besoins spécifiques qui sont différents de ceux des hommes. Et pourquoi nous nous impliquons? Parce que depuis longtemps, nous avons vu que ces besoins, si nous ne disons pas que ces besoins ont été ignorés, mais ces besoins n'ont pas été suffisamment pris en compte par les hommes. Raison pour laquelle, partout où il s'agit de développement, vous allez voir que c'est une frange qui est carrément ignorée, presque ignorée. Donc, d'où l'implication des femmes dans la politique. Ça nous permet d'alerter chaque fois qu'il s'agit de planifier pour qu'on fasse attention aux besoins spécifiques d'une frange importante de la population qui est vraiment les enfants, les femmes, même en partie toutes les couches. Donc, nous sommes censés vraiment être bien jouer ce rôle, raison pour laquelle nous nous impliquons. La politique, il n'y a pas de différence. Dans les textes, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ça, c'est du point de vue légal. Mais dans les faits, c'est autre chose. Raison pour laquelle il faut toujours faire attention à une couche qui est vraiment négligée ou bien ignorée ou bien qui n'est pas suffisamment prise en compte dans les politiques et programmes. Donc, ça veut dire que dans les partis politiques, en gros, il n'y a pas un rôle spécifiquement joué pour les femmes, que les femmes jouent. Tout à fait. Tout à fait. Les textes, c'est pour les hommes et les femmes. D'accord, vous êtes carrément au même pied d'égalité, il n'y a pas de frange. Mais par contre, moi, je veux venir vous interpeller ici parce que à l'approche des élections ou à l'approche des campagnes, que ce soit des élections législatives ou présidentielles, on voit que la femme, naturellement ou peut-être un peu poussée par une certaine pression, joue un certain rôle. C'est pour ça qu'on vient à se demander, est-ce qu'elle ne joue pas un rôle assez spécifique? Parce que celles qui, en général, sont utilisées, entre guillemets, je veux bien dire, pour pouvoir drainer du monde, pour avoir un certain aura du parti politique. Est-ce que là, c'est pas un rôle de la femme en politique? Bon, je sais pas si je dirais déjà ce que je voulais préciser. Dans le parti politique, il n'y a pas de rôle spécifique pour une femme. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Maintenant, le problème, quand vous parlez de campagne, c'est des cas de circonstances parce que
un parti politique n'est pas régi forcément pour dire que sa vie tourne autour d'une campagne électorale. Donc, elle a aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec une campagne. Maintenant, pendant les campagnes, l'accompagnement des femmes et des jeunes est très important parce que, comme elle vient de le dire, c'est la couche la plus, nous avons majoritairement, la population malienne est composée plus de jeunes et de femmes que même d'hommes et tout ça. Donc, c'est obligatoire que les partis se renforcent en ce moment pour les élections, pour participer aux élections ou à accompagner un candidat. Mais c'est pas forcément souvent les femmes des partis politiques. Ce sont des organisations de femmes, de tontines, des associatifs, et c'est plus des associations, au fait, que même les femmes dans les partis politiques. Parce que pendant la campagne, c'est, comme on appelle, c'est le moment de gagner, chacun veut gagner quelque chose. Donc, beaucoup d'organisations, vous allez dans des QG de campagne, vous allez voir beaucoup d'associations féminines qui disent soutenir un candidat, ou même dans les quartiers, les femmes qui font les tontines de quartier, qui ne savent même pas ce que c'est que la politique, mais pour eux, les candidats les démarchent pour aller parce qu'elles sont influentes dans la communauté, elles sont écoutées par beaucoup de femmes aussi. Donc, ces femmes leaders des tontines deviennent, elles utilisent les campagnes, au fait, pour rembourrer les caisses de leur association. Donc, elles font des propositions et tout le monde accourt vers eux parce que quand tu as la femme, tu as certainement l'enfant avec toi. Parce qu'une femme qui, dans son foyer, elle peut même convaincre le mari, ah, j'ai un candidat, tu vois, je veux qu'on l'accompagne et tout. Donc, voilà pourquoi les partis ou les candidats aux élections affluent beaucoup vers les organisations féminines. Donc, je peux pas dire que c'est un rôle précis, parce que ça doit être, c'est vraiment rabaissant pour moi de dire que le rôle seulement d'une femme, c'est d'accompagner un candidat à la porte du trône et après aller s'asseoir pendant des années. Et ça doit même changer. C'est vrai que c'est l'aspect qui est là aujourd'hui, que les femmes, elles ne se donnent, parce qu'elles-mêmes, elles ne s'intéressent qu'à la politique que pendant les élections. Et après les élections, elles se désintéressent parce que pour eux, c'est un moyen à ce moment précis d'avoir quelque chose, mais elles ne voient pas que soutenir un candidat l'engage sur les 5 années à venir. Ça dépend des mandats, que ce soit législatif ou présidentiel. Tu donnes un aval de 5 ans à la personne pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et monnayant quelque chose qui peut-être fait ton bonheur aujourd'hui, mais qui ne le fera pas demain. Donc, pour moi, c'est ça, c'est pas forcément le rôle, mais c'est malheureusement pour nous ce qu'on voit sur. C'est pas un rôle, mais le constat est là. Exactement. Quand même. Le constat est là et ça, on ne peut pas l'ignorer carrément. Tout à fait. Madame Vonda. En fait, comme vous l'avez si bien dit, pendant les campagnes, nous voyons plus de femmes sur la scène politique, du point de vue mobilisation et de jeunes, que d'hommes majeurs. Donc, les femmes sont utilisées comme un bétail électoral. C'est comme ça, vous m'excusez du terme. C'est quand même fort. C'est en cette période qu'on a plus besoin des femmes. Donc, je pense que dans les partis politiques, même pas en période électorale, le constat est que dans les structures dirigeantes des partis politiques, il y a peu de femmes. Il y a peu de femmes. Vous partez dans une section, par exemple, dans l'organe, vous ne verrez que 2-3 femmes parmi plus de 40 hommes. Parce que les femmes sont là, on dit représentantes des femmes, ou bien jeunes et représentants des jeunes. Mais je pense que c'est là où les décisions sont prises, c'est là où on discute la vie du parti, et c'est vraiment normal que les femmes soient représentées à ces niveaux. Mais nous avons vu que dans nos différents partis, il y a des mouvements de femmes, des mouvements de jeunes. Mais les femmes, entre nous nous organisons, mais rarement nos préoccupations sont prises en compte par la direction du parti. Parce que même après la mise en place du bureau des femmes, les femmes élaborent leur plan d'action, mais pour avoir un financement, même pour aller vers les autres femmes au niveau national, les femmes manquent suffisamment de moyens, alors que tout est mis en œuvre pour que les femmes puissent s'épanouir politiquement dans les partis politiques. Le Mali a longtemps développé des mécanismes permettant aux partis politiques de valoriser le leadership féminin au niveau des partis politiques. Pour preuve, même dans l'octroi des
des fonds de subvention des partis politiques. Une quatrième tranche, vous verrez, quand vous avez plus de femmes conseillères, ou bien de femmes élues députées, il y a une tranche de 5% qui est accordée en plus de ce qui est octroyé aux autres. Tout ça, c'était des mesures incitatives pour que les partis politiques puissent au moins valoriser la participation féminine. Mais tout ça, ça n'a pas servi, raison pour laquelle nous sommes arrivés à une loi dont vous avez parlé, la 052. Ça, parce que on est resté longtemps à voir cet aspect, il n'y a pas eu d'évolution. Mais c'est à travers une loi qu'on peut imposer, et c'est ce qu'on a fait. Au moins, les gens qualifient cette loi d'une loi pour les femmes, parce qu'ils pensent que ça favorise les femmes. Mais c'est pas une loi, comme elle a si bien dit, qui favorise les femmes, ça favorise les deux sexes, mais ça permet au moins aux femmes d'être présentes. Parce que tant qu'on respectera cette loi, pour preuve, lors des législatives passées en 2020, il y a eu 41 femmes à l'Assemblée, du jamais vu. C'est grâce à cette loi qu'on a pu avoir ce nombre important de femmes au niveau de l'Assemblée. Même les communales qui ont suivi le vote de la loi, on a eu plus de 2000 femmes, alors qu'elles n'étaient que 900 et quelques. Donc, je pense que les partis ont tout intérêt à promouvoir la participation féminine. C'est ce que nous œuvrons beaucoup dans ça, parce que vous savez que il y a deux mondes différents. Il y a les femmes des associations et les femmes des partis politiques. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire la différence entre les deux, parce que vous savez que l'escroissance, pour accéder à un pouvoir politique, il faut être candidat. Et la candidature passe souvent par ces partis politiques. Les candidatures indépendantes n'ont pas beaucoup de chances, sauf si vous préparez en conséquence. Donc, ce sont les partis politiques qui sont les portes d'entrée pour vraiment accéder au pouvoir. Donc, il faut que les femmes participent à la vie, participent aux réunions, proposent, et une vision pour proposer aux différents partis politiques pour vraiment elles-mêmes trouver leur côté après. Parce qu'en cas de candidature, on ne peut pas parachuter comme ça dans un parti et être candidate sans pour autant se préparer. Il faut être avec les militants et vivre la vie du parti pour que vraiment vous ayez une vision et qu'on vous accompagne. C'est ce qu'on recherche. Mais carrément, il y a beaucoup de femmes qui sont à côté, qui attendent le bon moment pour venir, je vais être candidate. C'est ce qui ne facilite pas l'élection de beaucoup de femmes. Est-ce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas causes et en même temps victimes de leur mise à l'écart volontaire? Parce que à vous entendre, elles visent le bon moment pour vraiment venir. Est-ce qu'elles participent pleinement à la vie du parti politique, mis à part l'approche des élections et tout? Bon, moi, à mon avis, déjà, je crois que quand la charte des partis politiques avait été mise en révision en 2021, j'avais fait une proposition. Déjà, les partis politiques, le bureau des femmes, il est inexistant. Le bureau des jeunes, il est inexistant. C'est-à-dire, c'est le bureau exécutif qui travaille. Les deux bureaux sont des accompagnateurs dans le parti. Et souvent, on les consulte, comme pour les élections. Et l'événement phare que le bureau des femmes puisse organiser, c'est le 8 mars. Et c'est juste ça, leur activité annuelle dans le parti. Et ça, c'est déplorable. Et moi, je pense que si un bureau n'existe pas, quelque chose doit faire accompagner, ils ne sont pas consultés, ils ne sont pas dans les organes de consultation. Et quand on prend des décisions, elles ne sont pas au courant, elles accompagnent. Pour moi, ce n'est même pas la peine qu'il y ait des bureaux de femmes, des bureaux de jeunes dans un parti. Parce que moi, je pense qu'il faut aller vers un bureau normal où tout le monde va se retrouver et que chacun soit à un poste qui le mérite. Mais beaucoup de femmes aussi s'intéressent trop à ce bureau de femmes. Moi, personnellement, j'ai jamais aimé militer dans un parti. Dès qu'on me parle de bureau de femmes, ça m'énerve. Même quand quelqu'un
me dit, par plaisanterie, oui, tu seras un jour ministre de la promotion des femmes. Je dis, mais pourquoi vous voyez une femme toujours ministre de la promotion des femmes? Pourquoi pas ministre des Finances? Pourquoi pas Premier ministre? Pourquoi pas ministre des Affaires étrangères? Mais pourquoi vous nous multipliez par ce ministère juste parce qu'on est femme? Je dis, mais ça n'a... Un homme peut devenir ministre de la promotion des femmes et de l'enfant. Pourquoi pas? C'est possible. C'est un portefeuille. Mais quand on te met jusqu'à ce niveau, moi, ça m'énerve, en fait. Parce que moi, je pense que c'est les femmes même qui se sont mis entre parenthèses. Et comme je dis, c'est un peu culturel aussi. Nous sommes dans un pays où on a toujours dit à nos mamans qu'elles sont bonnes à être au foyer, qu'elles sont bonnes à préparer la maison, à s'occuper de la famille, et que s'il y a certains aspects, elles ne sont pas habilitées à le faire parce que affronter un homme même dans les yeux, c'est interdit. On dit une femme ne doit pas regarder un homme, une femme ne doit pas hausser le ton. Alors que quand dans la politique, ça arrive à des moments où ton camarade peut dire quelque chose qui ne te plaît pas et ça peut arriver où vous allez hausser le ton. C'est pour dire que il y a cet aspect éducationnel aussi qui joue un grand rôle parce que beaucoup de femmes ont du mal devant les hommes à s'exprimer. Quand on leur demande leur avis, je suis témoin de ça. À longueur de journée, on leur demande leur avis. Ah bon, comme le président a décidé, on se rallie. Même si ça les plaît pas. Et après, elles sortent de la réunion pour aller dire à quel moi, j'ai pas aimé. Mais le moment de dire tu n'as pas aimé, on t'a donné l'occasion, mais tu l'as décliné parce que pensant que le président qui est en face de toi, tu l'as idolâtré parce que c'est un homme et tu te tais alors que tu n'es pas d'accord. C'est aussi une question d'éducation que nous avons chez nous ici culturelle qui fait que ça bloque beaucoup l'émancipation des femmes dans ce milieu parce que pour elles, aller à un certain niveau, c'est très contraignant et surtout dans la famille, même aux côtés du mari parce que c'est pas tous les hommes qui acceptent que sa femme soit dans le milieu politique parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu et même les violences verbales. Mais à côté de ça, à ce que j'arrive à comprendre, est-ce que ces femmes dans les partis politiques manquent de charisme ou ont des insuffisances tout simplement? Tout à fait. Oui, il y a beaucoup de choses. On peut citer vraiment le manque de formation parce qu'en général, elles n'ont pas reçu une formation politique qui leur permette vraiment de comprendre mieux leur rôle. Ça, vraiment, c'est le b.a.-ba. Parce que elles sont toutes dans les milieux politiques, mais elles comprennent pas ce que c'est que la politique. En quoi elles peuvent être utiles à leur parti politique. Beaucoup de femmes ne connaissent pas ça. En plus, vous avez parlé des pesanteurs sociaux culturels. Ça existe parce que vous savez, il y a longtemps, la femme est restée mal généralisée, même dans les familles. On pense que c'est l'homme le supérieur, la femme doit rester toujours derrière. Même dans nos discussions avec les femmes, nous avons senti cela. Il y a des femmes même qui ont même peur de leur secrétaire général. Parce que, alors des fois, elles rapprochent les secrétaires généraux parce que, comme elle a si bien dit, elles sont dans leur mouvement, elles se voient entre femmes. Alors des fois, sauf s'il y a des assemblées, qu'elles rencontrent les responsables du parti. Donc, c'est vraiment dangereux. Et aussi, les femmes qui sont là n'ont pas de contact direct avec les autres femmes pour les former. Parce que nous avons vu, lors de la mise en place de ces structures, ce sont les responsables eux-mêmes qui choisissent entre les femmes. Donc, elles ont leur structure à part. C'est seule leur présidente qui est leur répondant au niveau de la structure mère. Mais les autres femmes qui sont là-bas ne viennent pas, elles ne les ont pas mandatées. Donc, ces femmes n'ont pas de compte à rendre aux autres femmes. Là, ça bloque un peu parce que on dit toujours il y a des femmes, mais quelles femmes? Est-ce que ces femmes se reconnaissent aux autres femmes? Est-ce qu'elles sont là pour les autres femmes? Ou bien elles sont là pour ceux qui les ont choisis dans le parti? Donc, il y a cet état de fait. Dans nos échanges, nous avons aussi compris que les femmes, à cause du pouvoir, le pouvoir économique, les femmes, on ne les attribue pas des postes de responsabilité. Parce qu'ils supposent que ces femmes, ces postes, quand nous sommes à ces postes, il y a des dépenses liées à ces postes parce que en cas de réunion, nous savons tous les secrétaires généraux, ce qu'ils font dans les différents partis. Donc, les femmes n'ont pas de pouvoir économique leur permettant de tenir un parti politique.
la tête d'un parti politique. Ça, les hommes ont été clairs avec nous. Il y en a qui pensent que en mettant une femme devant, on l'expose. On l'expose parce que c'est le sexe faible. Il y a des hommes qui n'auront pas d'égard envers elle parce que c'est une femme. Alors qu'un poste de responsabilité, ça demande un peu de rigueur, ça demande vraiment un peu de charisme. Et ils pensent que en mettant les femmes là-bas, on les expose. Il y en a qui pensent comme ça. Mais dans tout ça, les femmes pensent qu'elles peuvent y être. Il y a des femmes qui disent qu'elles sont capables d'occuper les mêmes postes que les hommes. Mais on leur barre la route parce que les hommes n'ont pas confiance en elles. Ils pensent qu'elles ne sont pas suffisamment mûres, outillées pour assumer des postes de responsabilité. Bon, je pense des deux côtés, il y a lieu de revoir tout la constitution des partis politiques. Il y a des partis politiques où il n'y a pas de courant femmes, il n'y a pas de courant jeunes. Il n'y a que des coordinations où les hommes, les jeunes, les femmes s'y retrouvent. Tout le monde à part égale, chacun a une responsabilité et on attribue des responsabilités à chaque membre. Mais ça n'existe pas dans beaucoup de partis politiques. Je pense que il est temps que les partis fassent même leur auto-évaluation pour voir que si ces mouvements servent à quelque chose. Le mouvement des jeunes et le mouvement des femmes. Parce qu'elles sont là, à part les périodes électorales, il n'y a rien. Seulement, souvent, il y a des tontines entre elles. Elles viennent au niveau du parti, elles discutent. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a pas d'action. Elles n'organisent rien qui puisse vraiment leur épanouir vraiment leur famille. Raison pour laquelle beaucoup d'hommes pensent que rien ne sert de laisser sa femme dans la politique. Pour celles qui ont pu avoir des postes, oui. Mais celles qui quittent chaque jour la maison pour des réunions, elles ont des problèmes avec leur famille, avec leur mari, parce qu'ils disent, tu parles là-bas, à quoi ça te sert? Tu ne fais qu'accompagner les autres. Donc, il y a lieu de former les femmes et vraiment qu'elles prennent conscience de leur rôle et responsabilité pour pouvoir vraiment être un vrai leader politique au niveau de nos partis politiques. D'accord, on va venir au frein au sein des partis politiques, mais avant ça, au niveau des dames qui arrivent à accéder au Parlement, parce que vous êtes une femme quand même qui a pu accéder au Parlement du Mali, à l'Assemblée nationale du Mali, quand elles sont là-bas, est-ce qu'elles fournissent vraiment le travail comme les hommes? C'est ça la question. Elles sont au Parlement, c'est vrai, il y a des hommes, il y a des femmes, mais elles fournissent réellement le travail. C'est un peu fort ce qu'on dit, mais je pense qu'il faudra aussi se poser cette question-là. Est-ce qu'elles suivent vraiment les plénières? Est-ce qu'elles travaillent dans les travaux? Elles font des propositions vraiment concrètes? Elles font en sorte que les lois, les décrets, les décisions qui régissent la nation soient vraiment pertinentes? Oui, bien sûr, parce que j'ai eu la chance de faire 2 mandats quand même. Mais je pense que à l'Assemblée, les femmes ont joué leur rôle, elles continuent à jouer leur rôle. Parce que dès leur nomination, il y a des renforcements des capacités. Des renforcements des capacités qui leur permettent vraiment de soutenir pour jouer pleinement leur rôle au niveau des travaux en commission, au niveau de la plénière. Nous proposons vraiment dans les débats, nous contribuons beaucoup. Parce que il y a eu un débat sur la pension parlementaire des femmes. Ces jours-là, en tant que femme, j'ai bloqué la plénière parce que ce qui était proposé pour les femmes, j'ai jugé utile que c'était vraiment marginalisant. Parce que vous savez que du point de vue retraite, nous cotisons au même titre que les hommes, mais les femmes, les enfants ne nous appartiennent pas. Et quand une femme décède, rarement son mari rentre en possession de sa pension. Même les enfants, parce que vous n'avez pas d'enfants, le régime fait en sorte que l'enfant appartient au mari, mais la femme, moi j'ai introduit mon dossier de pension, je n'ai pas le droit de mettre un enfant là-dessus. Et le jour où je ne suis pas là, personne ne peut toucher ma pension. Si je n'ai pas de famille, de maman ou de papa derrière moi, c'est quelque chose qui est vraiment marginalisant pour les femmes. Parce que nous cotisons au même titre. Pourquoi la femme n'a pas droit? Si elle pense que son mari a ses enfants et qu'elle peut toucher sa pension. Donc, c'était des débats comme ça. La plénière a été reportée parce que là, en tant que femme, nous avons bloqué la plénière ces jours-là. Bon, je pense que aussi, au moment du vote du budget,
nous faisons beaucoup à la prise en compte du genre, surtout qu'il y a un annexe genre au budget de l'État, parce que c'est un budget programme, il y a un annexe genre. Nous l'examinons beaucoup et puis avec l'appui des organisations de la société civile. Chaque fois qu'il y a vote du budget, les organisations viennent vers nous. Nous analysons le budget sous l'angle genre et on nous outille pour que dans nos différentes commissions, nous puissions vraiment défendre la position des femmes pour que nos préoccupations, nos besoins spécifiques puissent être prises en compte dans le budget de l'État. Donc ce travail, nous le faisons. Et au niveau du vote des différentes lois, toujours l'aspect genre, côté homme, côté femme, côté personnes handicapées, nous faisons beaucoup attention à ces questions. Donc, nous l'avons toujours fait, même tout de suite au CNT. Le REFAMP a renforcé la capacité des membres du CNT pour qu'elles puissent vraiment, au moment du vote des politiques, des programmes et des lois, qu'elles puissent vraiment l'analyser sous l'angle genre et pouvoir proposer. Ça, nous le faisons vraiment. Au niveau de l'hémicycle, les femmes, même si nous sommes minimes par rapport aux hommes, nous avons quand même joué notre rôle. Et souvent, nous cherchons des alliés parmi les hommes pour pouvoir soutenir nos actions. Nous l'avons toujours fait. D'accord. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'hémicycle, quand même, il y a un changement parce qu'à ce niveau, il y a des renforcements de capacités qui sont mises en place et qui font qu'elles prennent conscience que là, maintenant, il va falloir. Vous, au niveau des partis, de votre parti politique, pour celles que vous envoyez, le rendu, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire celle que nous envoyons. Oui, bon, chaque parti politique a un candidat. Oui, candidat. Vous avez... Bon, moi, j'ai été candidate en 2020 pour les élections législatives. D'accord. Mais au fait, déjà, il y a un obstacle. Moi, je ne parlerai pas de l'intérieur du Parlement, mais je parlerai déjà du blocage au sein de... Avant même d'arriver au Parlement. D'accord. Donc, restons sur ce blocage. Quels sont les obstacles des femmes au sein du parti politique? Voilà. Déjà, je dirais que, comme on l'a toujours dit, les femmes et les jeunes ont toujours été bloqués quand il s'agit de nomination ou il s'agit même d'élection. On a vu pour être candidat, pour être candidat sur une liste, il faut être déjà sur une liste. Et la liste, il faut qu'il y ait une plénière, un primaire au fait au niveau du parti. Et déjà, dans ces primaires-là, les bureaux de femmes et de jeunes ne sont même pas pris en compte. C'est le bureau exécutif et chaque section essaie de défendre. Mais tu vas toujours trouver que c'est le secrétaire général de ces sections au niveau des partis qui sont majoritairement des hommes. J'ai jamais vu une secrétaire générale de section femme dans les sections. En tout cas, même si ça existe, c'est très très rare. Et donc, toujours, c'est le secrétaire général qui est candidat ou la personne que le secrétaire général appuie. Et toujours, cette personne, c'est un homme. Et c'est difficile. Et comme l'a dit la loi 052 a favorisé à ce que, en commune 5, je vais parler de ma commune, au législatif 2020, il y avait un problème pour avoir une femme sur la liste. Toutes les listes étaient composées d'hommes. Et comme il ne peut pas avoir, parce qu'il y a 3 députés en commune 5, il faut obligatoirement 2 hommes et une femme. Donc, tous les partis avaient des candidats hommes, mais personne n'avait de candidate femme. Et c'était compliqué pour parce que déjà, il ne faut pas prendre une femme pour la prendre aussi. On a qu'à se dire la vérité. Exactement. Tu ne vas pas prendre ta bonne, voilà, parce qu'on a dit qu'il faut une femme, tu la mets sur la liste. Non, il faut d'abord avoir une femme engagée et qui peut aussi, mais aussi il y a un blocage, il y a un autre blocage. Le blocage des sous. Parce que les grands partis politiques, nous étions dans le scrutin majoritaire, jusqu'à preuve du contraire, parce que la nouvelle constitution n'a pas encore été promulguée. Ce scrutin majoritaire favorise les grands partis politiques. C'est-à-dire des partis qui ont des moyens, qui sont bien implantés. Et si tu vas en indépendant face à eux, tu n'as aucune chance. Ou bien tes chances sont vraiment minimes. Maintenant, eux, ces partis, pour être sur leur liste ou être en alliance avec eux, ils ont des règles. Et ces règles ne vont pas vraiment, ne favorisent pas les femmes et les jeunes. Ces règles, c'est quoi? Tu veux être sur la liste, ok, tu amènes 10 millions. Déjà, pour être sur la liste, ça n'a rien à voir avec la campagne. C'est 10 millions, c'est peut-être. Déjà, les femmes, majoritairement, ne travaillent pas. C'est des femmes au foyer ou des femmes qui se débrouillent un peu dans le quotidien. Mais 10 millions, c'est excessif. Et la cause juvénile est encore pire parce que le chômage, là, c'est nous, les jeunes. Ouais. Donc, tu vas demander à ces gens de proposer, d'amener 10 millions, mais c'est pour les écarter. C'est un moyen de les écarter. Donc, c'est difficile à ce niveau que les femmes puissent avoir des places sur les listes. Donc, des fois, elles font des listes entre elles. Et des fois, il y a un parti politique qui a fait une liste
où il y avait 2 femmes et un homme. Bon, eux aussi, ils étaient obligés de mettre un homme parce qu'on ne peut pas avoir 3 femmes. Oui, le quota à respecter. Voilà, le quota à respecter. Mais elles sont allées à 2 parce qu'elles ont été rejetées par les partis qui ne voulaient pas les prendre alors qu'elles sont des leaders dans leur communauté, elles ont une voix, mais juste parce que, voilà, c'est des femmes, bon, c'est pas les femmes qu'on veut. Puis, il y a même des discriminations de femmes. Moi, j'ai été victime de ça dans mon organisation. À un moment donné, je n'étais pas candidate. Je n'ai pas demandé à être candidate en 2020. J'étais candidate en 2018 où les élections ont été avortées, mais en 2020, j'étais pas prête pour être candidate, mais j'ai été démarchée par mon organisation pour que je devienne candidate. Et en ce moment, j'étais pas dans un parti et c'était une alliance de notre regroupement et je devais partir sous les couleurs, la bannière d'un des partis politiques de notre organisation. Et le parti a fait tout pour me convaincre, pour que je sois la candidate de la liste en commune 5. Et dernière minute, il y a une femme qu'on vient de... En ce moment, j'étais déjà dans les préparatifs pour être candidat. J'avais informé tout le monde. À la dernière minute, on vient me sortir que oui, au fait, il y a une dame qui va être sur la liste parce que si tu veux être à la place, tu amènes 5 millions. J'ai dit, mais attends, vous foutez de moi? Je peux pas, vous me démarchez. Et maintenant, quelqu'un qui, je sais pas, qui était une vendeuse, je sais pas de quoi, qui veut être sur la liste, c'est la 5 millions, vous voulez m'imposer 5 millions pour être sur la liste, mais vous n'êtes pas normal. Et donc, j'ai été tellement énervée que j'étais prête à faire une conférence de presse pour dénoncer la liste avant même qu'elle aille être déposée. Et c'est à cause de ça qu'on m'a réaccepté. Parce que si j'avais fait un communiqué ou une conférence de presse, ça allait jouer sur la campagne, ça allait jouer même sur l'organisation. Et pour ça, on a mis balle à terre et je suis revenue dans la liste. Mais je me suis pas donnée à fond parce que déjà j'ai été discriminée dès le départ et ça m'a découragée même pendant la campagne. Donc pour vous dire que ça, c'est ce que moi, j'ai eu le courage d'affronter ces partis et ces hommes en leur disant, vous faites ça, je vous balance aux médias. Mais c'est pas toutes les femmes qui ont ce courage. Exactement. Beaucoup, quand elles pleurent, elles se retirent et tout. Et ça les décourage carrément de la politique. Il y a beaucoup qui ne sont pas candidates. Donc c'est difficile d'être candidate déjà pour accéder à l'hémicycle, en fait. C'est très, très compliqué. Parce que même les femmes qu'ils prennent, forcément, il y a des intérêts derrière. C'est pas des femmes souvent qui méritent même d'être dans l'Assemblée, mais c'est des femmes peut-être qui ont des pouvoirs, des moyens financiers. Et au détriment de ceux qui se sont donnés corps et âme aux partis politiques. Souvent, des partis prennent des gens à l'extérieur du parti pour les mettre dans les listes. Imposer pour pouvoir imposer exactement des candidates qui ne sont pas dans les partis, qui n'ont jamais milité, qui viennent quand le secrétaire général les impose, alors qu'il y a des militants qui se sont battus, qui ont même déboursé de leurs moyens financiers pour battre campagne pour le parti à un moment donné, mais qui sont mises de côté parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers. Donc, tout ça, c'est des blocages au niveau de la participation des femmes dans les instances de décision électives au Mali. D'accord. Madame Zainab a souligné évidemment les ressources qui font beaucoup défaut et tout ça, mais il y a des obstacles, par exemple, qui sont peut-être voilés, qu'on ne voit pas souvent. Madame Fomba, j'aimerais bien que vous puissiez évoquer un petit peu tout ça. Oui, c'est ça. C'est surtout l'implication, la non-implication des femmes dans la gouvernance du parti. Ça, je vous ai dit ça parce que il y a peu de femmes qui figurent dans les organes décisionnels du parti. En plus, il y a nos pesanteurs parce que les réunions tardives, les réunions nocturnes, les heures de réunion, parce que c'est ce que nous avons dit aux partis politiques, qu'ils comprennent à savoir échanger même avec les femmes pour comprendre et prendre en compte leurs besoins spécifiques. Même les heures de rencontre, les jours de rencontre, il faut échanger avec tous les membres pour que on sache quel jour les femmes sont là. Parce que ils ont du loisir à dire que les femmes ne sont jamais disponibles. Mais pourquoi elles ne sont pas disponibles? Nous avons demandé aux partis vraiment d'échanger avec les femmes pour comprendre pourquoi elles viennent pas aux réunions ou bien pourquoi elles sont absentes des postes. Donc, je pense que ce sont des choses, en plus de la formation, comme je vous ai dit. Mais le côté argent, ça, je vous ai tantôt dit parce qu'on pense que les femmes n'ont pas suffisamment de moyens. Même lors des élections, comme elle a si bien dit, même par rapport au positionnement sur les listes, il y a des montants. Quand on veut être tête de liste, c'est tel montant. Quand on veut être deuxième, c'est tel montant. Quand on veut être troisième, c'est tel montant. En fait, c'est pas la compétence, mais c'est le tout cachet. À fait, le cachet. Vous êtes obligé de payer ou bien on vous exclut de la liste.
Souvent, il y en a qui font venir des femmes de Bamako, comme on le dit, pour aller dans les localités se présenter parce qu'elles ont les moyens. Vous voyez tout ce que ça fait? Vous êtes avec des femmes engagées, très dévouées, qui participent aux réunions, qui mobilisent, qui peuvent être candidates. Au lieu que les partis les aident à être candidates, ils préfèrent venir amener une autre femme candidate que ces femmes-là sont obligées d'accompagner. Dans la majeure partie des cas, elles échouent parce que là, nous, on ne peut pas passer tout notre temps à traiter de notre parti, à mobiliser les gens et à la dernière minute, vous parachutez et on vous met candidat. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de partis politiques échouent. Ça, cet aspect de l'argent dans la campagne, avant, ce n'était pas comme ça. Aux premières heures de la démocratie, c'est le parti qui assurait tout. N'est-ce pas? À travers, bien sûr, un mécanisme mis par le parti pour prendre en charge les élections. Maintenant, dans le parti politique, même la carte de militant n'existe plus dans beaucoup de partis politiques. Et ces cartes, les ressources, servaient à faire fonctionner les partis politiques. Mais ça n'existe plus. En plus de ça, il n'y a pas de mécanisme de financement des partis politiques. Vous verrez dans la majeure partie des partis politiques, le parti est soutenu par un individu, un et deux individus. Et ce sont eux qui dictent leurs lois. S'ils disent que c'est noir, c'est noir. Si vous disiez que c'est blanc, tout le monde se dresse contre vous. Et ce sont eux qui choisissent même les candidats. Donc, dans la vie d'un parti politique, comme ça a été toujours fait dans le passé, une fois qu'on est membre, on se plie aux exigences du parti. Vous verrez que les membres de la section ont un quota à payer par mois. Si vous êtes membre de la sous-section, si vous êtes membre d'un comité, il y a des montants qu'on paye pour le bon fonctionnement du parti. Même pour une simple réunion, pour avoir des chaises, il faut que quelqu'un mette la main dans la poche. Ça, c'est pas vraiment une bonne gouvernance dans les partis politiques. Il y a des partis qui n'ont même pas de siège. C'est impensable. Les réunions se tiennent sur le secrétaire général. Et c'est lui qui fait tout. Dans la majeure partie, c'est ce que nous avons déploré sur toute la ligne. Vous trouverez que c'est une seule personne, 2, 3 personnes dans le parti qui financent, même s'il y a décès, même s'il y a une activité, tout ce que le parti organise, c'est à travers ça. Maintenant, pour la campagne, normalement, ce que nous venons de faire, c'est de former les femmes potentielles candidates. Nous avons dit aux partis politiques de nous choisir les femmes potentielles candidates. Avec NDI, nous avons fait cette formation. Nous avons formé 300 femmes à Bamako. Nous avons formé 150 femmes dans la région de Sikasso. 50 à Bougouni, 50 à Kuchala, 50 à Sikasso. Et nous devons continuer les formations. Ces formations permettent aux femmes elles-mêmes de se préparer psychologiquement, de se préparer financièrement, parce que dès qu'on mûrit l'idée d'être candidate, il faut vraiment se préparer à travers la mobilisation des ressources humaines, financières et autres. Donc, il faut connaître les textes de la République, il faut être préparé, même les mots de campagne, comment mener une campagne, nous les avons formés déjà à ça. Et du côté des partis politiques, l'évaluation des partis politiques nous a permis de faire des recommandations aux partis politiques pour qu'ils améliorent leur gouvernance au niveau des partis politiques. Ça passe bien sûr par la révision des textes, ça passe vraiment par l'implication de tous dans la vie du parti. Il faut que les partis fonctionnent. Au Mali, nous avons compris que quand il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de parti politique. Et ça fausse toutes les données. Donc c'est ce qui fait que les partis politiques se fatiguent, les femmes sont laissées à elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. C'est à la dernière minute qu'on les appelle, venez, il y a une réunion. Même au cours de la campagne, les doléances des femmes ne sont pas prises en compte. Mais je pense que c'est trop stressant pour une femme dans un parti politique. Il y a lieu de revoir tout ça. Si nous voulons faire vraiment la vraie politique, si nous sommes en démocratie, il y a lieu vraiment de prendre en compte toutes les entités du parti. Ça, c'est vraiment indéniable. Si nous n'allons pas vers ça, tant qu'il y en a qui pensent qu'ils sont super-hommes et qui peuvent tout dicter, qui peuvent tout imposer, je pense que les autres n'iront nulle part. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a à revoir vraiment dans le fonctionnement des partis politiques de manière interne. Tout à fait. Ça, c'est clair. Et ensuite, les femmes qui se retrouvent dans ça. Mais il y a quand même quelques-unes qui arrivent à se démarquer, arrivent à se frayer un chemin, quoi qu'il en soit. Mais il y a toujours ces petits obstacles et surtout la discrimination
et ça ressort bien avec ce que vous dites, Tout à fait. des femmes. Comment les femmes aujourd'hui peuvent peut-être contrebalancer tout ça et s'affirmer davantage? Bon, ça dépend de chacune plutôt. Les gens n'ont pas les mêmes forces de caractère et les gens n'ont pas les mêmes ambitions. Parce que, vous faites la politique aussi, il faut avoir des ambitions. Tout à Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans la politique, les gens n'ont pas les mêmes, comment on appelle, Un but. voilà, même but pour faire la politique. Il y a certains qui rentrent dans la politique pour se faire des relations. Je suis désolée, mais c'est réel. Moi-même, je me fais contacter par beaucoup de jeunes filles qui veulent faire la politique parce qu'elles veulent avoir des relations. Bon, je ne sais pas à quel but pour ça. Donc, il y a aussi certains jeunes qui s'intéressent à la politique parce que le chômage pèse beaucoup. Pour eux, s'ils rentrent dans la politique, ils vont avoir de l'emploi. Ça, c'est déjà faux. Parce qu'il y a tellement de chômeurs dans les partis politiques qu'ils ne peuvent même pas compter. Un parti ne peut pas faire la promotion de tous les jeunes. Maintenant, pour que tu aies une promotion, il faut que toi-même, tu sois engagé, que tu sois dégourdi. C'est vraiment un parcours du combattant. Et donc, il faut déjà avoir une ambition personnelle d'abord pour être dans la politique. Parce que si tu fais la politique juste parce que je veux avoir un peu d'argent pendant les campagnes, parce qu'il y a ça aussi, et il y a ceux qui s'intéressent aux élections, quand les élections approchent, il y a plein de personnes qui vous disent « Ah, je veux vous accompagner, je veux vous accompagner ». C'est pas vous accompagner. C'est parce qu'ils savent que voilà, c'est comme un mercato pour eux. Ils arrivent à grignoter quelque chose de gauche à droite. Donc, ils sont intéressés par ça. Mais après les élections, ça disparaît. Et donc, moi, je pense qu'il y a cet aspect. Il faut que les femmes même définissent le pourquoi ils font la politique. Moi, j'ai une ambition présidentielle, oui, et je le dis toujours depuis le premier jour où j'ai milité, où j'ai dit que j'ai une ambition. Je n'ai pas peut-être l'âge aujourd'hui de planter aux élections, mais je suis en train de me préparer, c'est l'objectif que je vise. Je peux être ou ne pas être, ça c'est divin, mais c'est mon ambition d'être la première femme présidente peut-être au Mali ici. Et ça c'est l'objectif que je vais atteindre et je me bats pour ça et tous les jours. Et toutes sortes d'obstacles, je le relève parce que il y a beaucoup de trahison. Et il faut avoir vraiment une carapace vraiment très dure pour affronter tout cela. Donc, il faut avoir une ambition parce que quand on veut quelque chose, réellement, on se donne les moyens de les obtenir. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord avoir une ambition politique. Une femme qui te dit... Et démesurée même, je dirais. Voilà, oui, une ambition démesurée parce que tu ne peux pas te dire, bon, ok, je rentre dans... Tu sais, même des hommes, il y a des hommes qui rentrent dans la politique qui n'ont pas d'ambition politique. Tout à fait. Parce que, au fait, il y a des circonstances. Moi, je connais je dirais pas le nom de quelqu'un qui sont rentrés dans la politique pour but seulement d'être des postes ministériels. Mais après, étant dedans, l'affaire, la dose, l'adrénaline est montée, ils ont eu peut-être des postes ministériels, ils ont voulu avoir plus. Mais alors que, dès le départ, ils n'étaient pas préparés à avoir plus. Donc, ça aussi, c'est un frein, en fait. Parce que dès que tu rentres dans quelque chose, tu ne te dis pas, je vais m'arrêter là. Même si tu veux t'arrêter là, tu vises loin, au fait. Et c'est ça, en fait, la politique. Et il faut avoir quand même une force de caractère en tant que femme. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes plus agressés, surtout verbalement. Quand tu es une femme, tu fais face à des hommes. Et un homme, pour rabaisser une femme, il n'y a pas 10 000 façons. Il faut juste l'intimider ou aussi l'agresser verbalement dans sa nudité. Et aujourd'hui, quand on parle sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui nous sommes dans une génération où tout est médiatique et tout est méticuleusement déformé et l'éducation aussi de notre génération est à revoir. Donc, imagine tu défends ta position sur un plateau, tout de suite je suis sur ton plateau, des gens vont regarder, peut-être en direct sur les réseaux, tu ne peux pas regarder les commentaires à 100%, tu ne verras au moins minimum, tu n'as pas trouvé 20 insultes, c'est que tu n'as rien vu. Parce que les gens ne écoutent pas ce qui est dit. Les gens ne cherchent pas à comprendre ce qui est dit. Juste telle personne est en porte-à-faux avec telle personne que je soutiens, donc je l'insulte pour essayer de la rabaisser. Et quand tu es dans ce genre de choses, si tu n'as pas de mental très fort, tu vas te retirer parce que tu vas pas aimer à te faire insulter père et mère tous les jours. Même si toi, ça te fait rien, la pesanteur sociale
dans la famille, les parents vont t'interpeller. Et si tu es marié, c'est encore pire. Tes beaux-parents vont dire à ton mari, mais on se fait insulter à cause de telle personne. Et ça fait que beaucoup de femmes se sont retirées. Tu as vu, il y a des femmes qui ont commencé, des jeunes femmes, sur les plateaux. À un moment donné, elles se sont retirées. Les gens se disent, ah, mais ça fait longtemps, elle a disparu. Oui, elle a disparu parce que elle a vécu une situation que elle seule ne peut pas porter parce que sa famille l'a peut-être, voilà, sa famille a été exposée, sa vie a été exposée à un certain niveau et ça peut même détruire certains foyers. Donc, pour ne pas arriver là, elle se retire. Et c'est pourquoi on dit que la politique, pour une femme, c'est un sacrifice et c'est un choix. Et quand tu fais le choix, il faut vraiment le peser, vraiment le pour et le contre, parce qu'il faut regarder tous ces aspects. Il faut pas juste rentrer dedans parce que oui, je vois telle personne à la télé, elle est bien habillée, elle fait ci. Mais si vous savez combien de choses cette personne subit par jour dans sa famille comme à l'extérieur, vous allez être dégoûté. Donc, il faut déjà réfléchir à tout ça avant d'essayer de rentrer dans la politique. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment une femme en politique qui a du charisme et tout. Mais avant qu'elle arrive à avoir ce charisme, ça veut dire qu'elle a reçu beaucoup de coups. Elle a été discriminée, entre autres. Et moi, j'aimerais bien parce que on puisse évoquer un aspect des violences en milieu politique, des violences dans les partis politiques que subissent des hommes, des femmes, mais on voit davantage ce qui est subi par les femmes. Tout à fait. Oui, bien sûr, comme elle a si bien dit, c'est réel tout ce qu'elle vient de dire. Quand on rentre dans la politique, il faut se préparer. Raison pour laquelle j'ai parlé de formation. Il faut faire un développement personnel, savoir ce qu'on veut, avoir une vision, c'est fixer un objectif. Tant qu'on n'a pas ça, on ne fait que faire le suivisme. On rentre là-dedans, mais on n'émerge pas. Moi, je suis conseillère municipale. Je suis premier vice-président au conseil de CEP et j'ai 2 mandats de député. Donc, je suis la première femme élue de ça. Ma première élection n'a pas été facile parce que la culture même, les pesantaires, les femmes n'étaient pas bien vues de ce côté. Bon, je ne suis pas native de ça, mais j'ai été adoptée par les Sanois. Donc, pour être élu même député, plusieurs fois, le parti est venu vers la direction du parti pour qu'ils choisissent une femme. Ce sont des hommes qui n'étaient même pas d'accord. Après, dès qu'ils ont mûri l'idée de mettre une femme, ils ont dit aux femmes, allez-y entre vous, choisir votre candidate. Et c'est là où tout le problème existe. Si les hommes vous disent, allez choisir entre femmes, vous devez tout faire pour tomber d'accord sur une femme qui puisse vraiment répondre à vos attentes et aspirations. Donc, c'est comme ça que j'ai été élue, première femme élue à 100 députés. Ça n'a pas été du tout facile. Surtout que je vivais dans d'une villa, pas avec mon mari, j'étais sûre. Je travaillais là-bas et j'ai tout entendu. On m'a qualifié de tout. Mais c'était ma vision. J'avais mûri l'idée d'être députée. Et je me suis donné les moyens de réussir en passant par vraiment tout ce que je pensais être correct pour arriver à atteindre mon objectif. C'est ce que j'ai fait. Je pense que le deuxième tour, j'ai raté. Ça m'a pas découragé. Et je suis revenue encore. Parce que en 2007-2012, je n'étais pas à l'Assemblée. Je suis revenue en 2014 jusqu'en 2020. Donc, ce temps aussi, ça m'a servi de leçon. Ça m'a permis de mieux me préparer encore pour rebondir. Je pense que, comme Yveline a dit, pour toute chose, il faut avoir une ambition. Et c'est ce qui manque à beaucoup de femmes. Raison pour laquelle, déjà, je vous ai dit, à travers Indien, il y a eu déjà un noyau au niveau de chaque parti politique. Parce que l'objectif de la formation, d'abord des formatrices, était que les femmes formées au niveau des différents partis politiques forment les autres femmes. C'est un noyau de formatrices qui a été vraiment formé d'abord. Maintenant, nous avons élargi le champ. Au moins, il y a beaucoup de partis maintenant qui peuvent former les femmes, vraiment mieux préparer les femmes à se porter candidates. Mais comme elle a si bien dit, on ne se lève pas un beau jour pour venir se lancer dans la politique. Vous devez vous préparer votre famille, préparer votre entourage, même vos amis, vos alliés, préparez tout.
pour que vous ayez vraiment suffisamment de gens qui vous accompagnent, qui vous conseillent, qui vous aident vraiment à réussir. Mais beaucoup ne font pas ça, ils pensent que l'argent peut tout résoudre. Il y a l'argent dans la politique, mais l'argent ne peut pas tout résoudre. Il faut vraiment mûrir des réflexions, se préparer pour pouvoir y réussir. Mais du niveau des partis politiques, nous avons vu que il y a des partis qui accompagnent les femmes, il y a quelques exceptions. Même s'il s'agit de payer, si vous êtes une femme battante, si le parti sait qu'il peut gagner avec vous, obligatoirement, il va vous aider. Raison pour laquelle nous avons dit aux femmes, même s'il y a une loi 052, il faut que les femmes se préparent. Il faut qu'on soit assidus au niveau des partis politiques. Il faut qu'on montre notre compétence pour qu'on puisse nous choisir comme candidate. Le parti m'a toujours aidé si j'ai des problèmes. On m'aide toujours parce qu'ils savent que ce n'est pas un investissement inutile. Il faut qu'on comprenne ça. Raison pour laquelle on a dit, il y a la loi, mais il faut des mesures d'accompagnement. Nous-mêmes, en tant que femmes, nous devons rester soudées, être fortes, s'accompagner. Parce qu'en général, vous allez voir que les candidatures féminines ne sont pas soutenues par les femmes elles-mêmes. Exactement. Donc, ce côté, c'est vraiment un blocage aussi à notre émergence politique. Il faut que les femmes se donnent les mains pour que les femmes émergent en milieu politique. Si une femme arrive à être élue, il faut qu'elle tourne dos aux autres femmes. Souvent, c'est le problème. Mais une fois élues, les autres femmes ne se reconnaissent pas aux femmes qui sont élues. Parce qu'elles sont vraiment distantes des autres femmes. Elles ne les accompagnent pas, elles ne les coachent pas. Si vous êtes dans cette posture, soyez sûr que vous n'allez pas avoir d'autres mandats. Parce que la femme, une fois qu'elle se sent trahie, elle ne vous accompagnera plus. Donc ça, c'est un problème. Du point de vue violence, ça existe. Ça existe dans la famille, ça existe dans l'entourage, ça existe dans le parti politique. Il y a une femme qui m'a dit, une fois, on est resté en réunion jusqu'à 1h, 2h du matin, il y a un homme qui lui a dit, et toi là, qu'est-ce que tu fais parmi les hommes? Tu es mis à côté de tes enfants à 7h, qu'est-ce que tu fous là? Alors qu'on dit que les femmes ne peuvent pas rester à 1h tardive dans les rencontres, mais celles qui ont l'ambition, celles qui restent, il ne faut pas qu'on les vexe aussi avec des propos désobligeants pour les décourager. Aussi, souvent même une femme, au niveau des réunions, si vous contredisez trop les propos des hommes, il y a ces hommes qui vont voir le mari pour dire que, attention, ta femme hausse le taux en réunion. En réunion. Parle à ta femme. Il faut la canaliser avant qu'elle Il faut la canaliser avant qu'elle vienne. Souvent, ça freine la femme dans dans sa progression politique. Il y a ça. Souvent, quand on se porte candidate, on va voir le mari. Chaque fois, on pense que c'est le mari qui a un pouvoir sur sa femme qui peut l'obliger à abandonner certaines de ses ambitions. Je pense que c'est pas bon. Et la femme, vous devez être forte, préparer votre mari à tout ça. Parce que c'est un jeu politique qui est là. Il faut se préparer en conséquence et préparer tout son entourage pour qu'on ne vous influence pas. Donc, c'est ce que la femme doit faire. Mais maintenant, nous voyons que dans les réseaux sociaux, partout, dans les médias, on dénigre trop les femmes. Quand Evelyne parle, c'est elle qu'on agresse. Mais si c'est un homme qui le dit, il n'ose pas offenser cet homme. Mais c'est parce que c'est une femme. Là, il faut qu'on arrête avec ça. En politique, les femmes et les hommes sont traités sur le même pied d'égalité. Mais qu'on arrête de dire que c'est un propos qui vient d'une femme, ou bien c'est un propos qui vient de... Quand une femme parle, on n'accorde pas de crédit à ce que la femme dit. Il faut qu'on arrête avec ça. C'est vraiment une violence. Vous savez, les questions de violence, les gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de frapper quelqu'un. Il ne s'agit pas d'insulter quelqu'un. Il y a des pratiques qui font plus mal que les injures et vraiment le bastonnage. La violence psychologique, ça tue l'homme. Et c'est le facteur de découragement de toutes les femmes en milieu politique. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Ces derniers temps, dans les médias, on voit des choses vraiment qui ne valent pas. Moi, je la suis. Chaque fois qu'elle est sur un plateau, je vois comment elle est malmenée par les hommes. Et raison pour laquelle les femmes ont même peur de venir sur les plateaux.
Donc, il faut que, je pense que la HAC et les autres médias sont en train de travailler à ça, parce que nous avons fait tout récemment, nous avons adopté un rapport sur l'inclusion des femmes en politique. C'est des choses qui vont permettre d'améliorer la participation des femmes, même dans les médias. Nous avons peur de venir, parce que chaque fois que vous tenez un propos, on vous insulte. Et la femme est sensible. Personne n'aimerait être insulté. Vous avez des enfants, nous avons des parents. Donc, il faut qu'on arrête avec ça, qu'on arrête de nous traiter comme femmes. Nous sommes, quand on se lance à la politique, nous avons mesuré toutes les conséquences et nous voulons vraiment être respectés et traités sur le même pied d'égalité que les hommes. Alors, on a compris que les femmes vraiment doivent vraiment dégager leur charisme davantage. On arrive à la fin de notre réflexion du jour. Mesdames, je vais vous demander vos derniers mots et à la fois vos pistes d'amélioration. Bon, déjà, l'amélioration va dépendre pour moi des femmes elles-mêmes. Comme je l'ai dit, il faut d'abord avoir une conviction et une ambition politique pour faire la politique. Et il faut mesurer tous les angles avant de rentrer dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects, comme ma tante-fille elle vient de le dire, il y a des hommes qui, par mon jeune âge, pas seulement parce que je suis une femme, souvent qui ont des propos pour dire oui, tu es né quand, ou bien tu es très jeune. Mais ce qu'ils oublient, c'est notre génération. Ils doivent même avoir honte de dire ça, parce que s'ils avaient bien fait, on ne serait pas sur un plateau pour parler de certains trucs. Donc pour moi, déjà ça c'est des manières de déstabiliser une personne. Et donc il faut avoir déjà une force de caractère. Et il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de femmes, elles veulent aller. Moi je connais des personnes qui sont venues me voir, qu'elles veulent faire des débats. Et quand j'essaie de les mettre, après elles viennent dire, ah moi je crois que j'ai dit, mais un débat, on s'améliore avec au fait du temps. Parce qu'à chaque fois que tu fais un débat, eh bien, tu t'auto-critiques au fait. Tu essaies de voir ce que tu as fait et ce que tu as dit qui n'est pas bien et tu t'améliores. Personne ne naît avec le monopole de quelque chose. On essaie toujours de se former, comme elle a dit. Il faut que les gens aillent vers la formation. Que ce soit les femmes, les femmes d'un certain âge ou même des femmes, des jeunes femmes comme moi qui veulent s'intéresser ou rentrer dans le truc. Il faut se former et accepter d'écouter aussi parce que ça aide beaucoup. Souvent, tu ne vois pas toi-même tes propres lacunes. Il faut accepter d'être critiqué. Moi, je parle pas des critiques dans les insultes ou autres, je parle des critiques positives. Et c'est ça qui aide à améliorer et à t'améliorer toi-même dans le milieu dans lequel tu es. Donc, je pense que le conseil que j'ai à donner à mes sœurs et à mes mamans aussi qui veulent participer ou être actives dans ce milieu, il faut qu'elles aient des ambitions, qu'elles acceptent déjà que dans ce milieu, il n'y a pas de cadeau et que de la même manière, tu vois à la télé que quelqu'un se fait insulter, ben, si tu rentres, c'est ce qui t'attend aussi, que tu sois psychologiquement préparé, que tu prennes tous les enjeux. Est-ce que si je le fais, je vais pas mettre mon foyer en danger? Est-ce que ma communauté ou même mes proches vont accepter de se faire insulter parce que moi je veux réussir et je veux réussir à faire quelque chose? Tous ces aspects rentrent en compte. Donc tant que vous n'avez pas l'aval de votre entourage, l'accompagnement de votre famille, ce sera difficile vraiment de rentrer dans ce milieu. Merci. Merci beaucoup, Madame Fomba. Oui. Votre mot de la fin. Oui, je pense que chacun a un rôle à jouer pour vraiment une pleine participation des femmes dans la vie politique. Du côté étatique, je pense qu'actuellement, le Mali a ratifié beaucoup de conventions. Tout est fin prêt. La Constitution même prône l'égalité, la parité, hommes-femmes. Donc, je pense qu'il faut tenir compte vraiment des engagements qu'on a donnés, parce que tant que ces textes sont là, nous devons les respecter. Aussi, le Mali doit développer des mécanismes pour vraiment une pleine participation des femmes à la vie politique et mettre en place des mécanismes de suivi. En quoi faisant, on a la charte des partis politiques. La charte date de 2005. Il y a lieu vraiment de réformer ce texte pour vraiment mettre des dispositions favorisant l'émergence politique des femmes. Tel que ça existe, vraiment c'est peu. Il faut inciter les partis à revoir leur gouvernance et à proposer des textes, et revoir les textes pour prendre en compte les besoins spécifiques des femmes.
Aussi, du côté des femmes, des organisations de la société civile, il faut vraiment qu'on s'organise. Au Mali aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations de femmes. Il y a beaucoup d'organisations de femmes capables d'aider les autres femmes à travers la formation, à travers l'accompagnement, pour que chaque femme, les femmes qui ambitionnent d'être dans le milieu politique, qu'on puisse vraiment les écouter, qu'on se donne les mains et vraiment que l'État commence à donner des exemples de femmes, des femmes qui se sont battues pour servir de leçon à d'autres femmes. Même les organisations peuvent faire ça. Il y a des femmes qui se sont battues, qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent vraiment aider les autres femmes. Qu'on médiatise ça, qu'on essaie vraiment de dire par où elles sont passées, comment elles ont fait pour pouvoir tenir. Ça peut servir de leçon aux autres femmes. Et pour finir, il faut que vraiment, nous femmes, que nous prenions conscience de notre rôle et responsabilité. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, on n'ira nulle part. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour qui a pour thème femmes et pouvoir politique. Nos invités, Madame Fomba Fatoumata Niabali, ancienne députée à l'Assemblée nationale et parlementaire de la CEDEAO, membre du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Madame Niabali, merci beaucoup de votre contribution à la réflexion du jour. Je vous remercie. Deuxième invitée, Madame Zénab Evelyne Jacques, présidente du parti politique Alliance Vision d'Avenir AVA, vice-présidente du regroupement politique Action républicaine pour le progrès et aussi présidente de l'organisation juvénile COFOR Mali. Merci d'avoir accepté l'invitation et surtout la contribution que vous avez faite ici aujourd'hui. Il en ressort de notre réflexion d'aujourd'hui qu'il faudrait que les femmes qui rentrent en politique dégagent, incarnent plus de charisme et en contrepartie que nos gouvernants puissent mettre en place des mécanismes pour pouvoir renforcer tout cela. Et nous pensons qu'avec le Mali du futur, le Mali dans les années à venir, ça se fera aussi bien. Alors, chers téléspectateurs de Mandé TV, vous êtes à la fin de la réflexion. Poussez la réflexion chez vous et on va retrouver sûrement cette réflexion sur ce plateau et avec nos invités sûrement pour des prochaines réflexions. Donc, restez connectés sur la chaîne Mandé TV, Reflet du Mali. Allez-y aussi sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé Télé, Reflet du Mali. Et je remercie l'équipe technique par la même occasion qui a assuré la technique de cette émission-là. Au revoir.